Allez, ça y est, on démarre. N'hésitez pas à venir. Donc là, l'idée de ce matin, en séquence d'introduction, c'est vraiment d'arriver à faire un bilan des fameuses journées thématiques que l'on a fait. Donc pour rappel, le mardi, on était très axé autour de la data, la valorisation notamment de la data. Mercredi, sur le village, on a une journée thématique autour des sujets de la cybersécurité, avec des tables rondes justement toute la journée. En parallèle, on a réalisé, et pour la première fois d'ailleurs en France, un summit 5G sur la mezzanine. Et hier, c'était une journée dédiée à l'intelligence artificielle, et nous avions d'ailleurs la DGE. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'annonces thématiques. Voilà, très bien. Je vais commencer. Donc, avec moi, Jean-Michel Miss. Donc, je te laisse te présenter, Jean-Michel. Oui, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Jean-Michel Miss, je m'occupe des affaires publiques du CESA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le CESA, c'est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Pour le dire de manière plus raccourcie, sont en fait les acteurs usagers de services de cybersécurité. Et donc, le club des usagers de la cybersécurité qui regroupe des acteurs de nature différente, à la fois institutionnels, des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire, PME évidemment, 1 millier d'adhérents aujourd'hui. Et donc je suis très heureux d'être là à tes côtés, Sylvain. Merci beaucoup de l'invitation. Je représente donc notre président Fabrice Bru. Très heureux d'être là parce que je pense que c'est une première édition de ce village qui nous paraît aujourd'hui être un maillon essentiel dans Global Industries. On souhaitait vraiment vous remercier, toi à travers CBS Group et puis Michael Momaille de G11 pour avoir organisé cet événement, dans cet événement qui j'avoue, c'était ma première édition assez gigantesque, et de placer au cœur de cet événement les enjeux de cybersécurité me paraissent aujourd'hui être devenu, pas encore une évidence, mais en tout cas une nécessité, parce qu'on est au cœur d'une évolution. Il suffit de se promener dans le salon pour se rendre compte qu'il n'y a plus grand-chose aujourd'hui qui ne soit pas d'une manière ou d'une autre connecté, ou qui génère de la donnée, ou qui en utilise. Et donc toutes ces interactions rentrent plutôt dans un schéma que je considère être un schéma de gouvernance de la donnée. Et quelles que soient les technologies qu'on va évoquer ce matin, d'une manière ou d'une autre, il faut faire attention à la qualité de la donnée, à sa préservation, sa conservation, son intégrité. Et donc les enjeux de cybersécurité, évidemment, sont des enjeux qui sont corollaires de l'ensemble des activités qui sont proposées sur le salon. Elles ne sont pas ni une contrainte, ni une activité accessoire. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'environnement global. Et il faut avoir cet état d'esprit de se dire que deviennent mes données, quelles sont celles que je produis, est-ce que je les connais vraiment, est-ce que je les qualifie vraiment, qui y a accès. Donc tous ces enjeux-là, qui sont des enjeux qu'on pourrait détailler pendant des heures, sont globalement, moi je les résume un peu sous l'idée de gouvernance de la donnée. Et puis c'est aujourd'hui devenu non pas simplement une donnée technique d'utilisation pour de l'OT ou pour de l'IT, mais c'est devenu une valeur patrimoniale pour l'entreprise. C'est aujourd'hui qui, d'une certaine manière, constitue aussi une certaine... voilà, ça fait partie du patrimoine immatériel de l'entreprise. Et donc je pense que c'est un enjeu assez fondamental. Donc voilà ce que fait le CESA, voilà ce que je fais au service du CESA, c'est d'essayer aussi de raconter un peu aux élus. J'étais extrêmement heureux hier de la venue du Premier ministre et du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Bon, il n'a pas eu des mots... il n'a pas cité le mot cyber, donc je suis un peu en colère, mais quand même globalement, le fait qu'il ait dit lui-même que le salon Global Industries est un enjeu majeur pour la France montre quand même aussi un attachement de nos grands politiques et des élus locaux qui sont là, des régions qui sont présentes aussi sur le salon, et Auvergne-Rhône-Alpes évidemment au cœur de ce salon. Donc on est très heureux d'être avec vous, très heureux de cette édition, et puis finalement très heureux de porter cet enjeu de cybersécurité au cœur de l'industrie. En tout cas, merci clairement au Césin qui nous a énormément aidé, je dirais, sur cette partie cybersécurité. Je voulais donc laisser la place aussi à Olivier Duverger du CETIM pour qu'il se présente. Donc Olivier qui fait partie de la partie 5G industrielle, et qui était notamment présent sur ce summit. Oui, bonjour. Alors, je travaille effectivement au CETIM, Centre technique des industries mécaniques, dont l'une des missions est de soutenir la transformation industrielle. Donc on parle de transformation vers l'industrie du futur, la montée en gamme, transition écologique et énergétique.
et aussi transition numérique industrielle. Et la transition numérique industrielle est importante puisque la transformation numérique de l'outil de production porte toutes les grandes transformations de l'industrie. Alors moi je pilote le Fab Lab 5G qui est un dispositif tourné vers l'accompagnement des entreprises et dont la finalité est de soutenir la transformation numérique de l'outil de production industrielle, de l'accélérer et de la sécuriser. Merci Olivier. Et enfin, donc, je prends le micro, excuse-moi. Éric Dargent, dans la structure Araïco. Donc toi, tu as assisté en plus à toute cette journée d'intelligence artificielle. Mais déjà, présente-toi en quelques mots. Donc, je suis Éric Dargent, directeur du développement et de la stratégie de Araïco. On est une société de 45 personnes spécialisée en IA, conseils et solutions sur mesure. Et puis, on est maintenant éditeur de solutions aussi. Très bien, merci. Alors, l'idée, fais attention au Larsen. Voilà. L'idée, donc, là, c'est vraiment d'arriver à faire entre nous un retour sur cette journée thématique. Voilà. Donc, comment on peut faire? On peut déjà commencer par l'intelligence artificielle, parce que ce sujet, l'intelligence artificielle, bien qu'on en a parlé dans la journée d'innovation, l'intelligence artificielle a démarré très tôt, mais ces 2 dernières années, et notamment depuis le summit, enfin le sommet mondial en tout cas, IA qui a eu lieu en février, on sent bien la volonté des pouvoirs publics, et on l'a vu d'ailleurs hier matin avec la Direction Générale des Entreprises qui nous a annoncé passer en 3e phase avec un plan de 109 milliards, enfin, surtout d'investissement aussi privé, n'hésitant pas. Voilà. Mais sur cette journée thématique, parce que tu as suivi je dirais, les diverses évolutions, et en plus on a eu à la fois la parole de tous les acteurs, que ce soit des plateformes France 2030, je dirais, de la partie aussi financement, accompagnement, de tous ces acteurs qui font en sorte que le développement de l'intelligence artificielle dans l'industrie soit plus aisé, en tout cas pour les industriels. Absolument. Ça bien sûr, c'est des très bonnes nouvelles. On continue à aller dans le bon sens avec ce soutien des pouvoirs publics. Après, nous, ce qu'on voit alors, au travers d'une journée comme hier, et puis le contact qu'on a avec toutes les entreprises qu'au comptoir, c'est quand même un certain retard chez les PME et les ETI, et il commence à y avoir une graduation de maturité et d'intégration de l'IA très forte entre des petites entreprises et des ETI, des plus grands groupes. Et là, c'est sûr que des programmes, alors typiquement comme l'IA Booster de BPI et tout ce que peut faire la DGE également, c'est très important pour accélérer la prise de conscience des dirigeants, des PME et des ETI, que c'est maintenant que ça se passe. Alors, c'est peut-être pas dans l'année qui vient qu'on va voir des grandes ruptures dans l'industrie grâce à l'IA, mais si on ne commence pas maintenant, ces entreprises vont les rater quand elles vont se matérialiser à 2, 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est un premier regard d'ensemble sur la dynamique du moment. Oui, et puis on a bien vu d'ailleurs sur cette séquence-là, notamment sur l'IA, mais je dirais même plus généralement sur les autres séquences, on a besoin des territoires. C'est-à-dire qu'on a besoin quand même de relais sur les territoires pour pouvoir aider ces industriels, les accompagner avec une partie sensibilisation, d'acculturation et surtout mettre en évidence, je dirais, les briques technologiques qui sont aujourd'hui disponibles. Et ensuite, il y a un autre sujet, parce qu'autant les grands comptes, c'est quand même beaucoup plus facile, je dirais, parce que voilà, il y a du monde, ils ont d'expertise, etc. Pour les PME, faut que ça aille quand même très vite. C'est-à-dire que tout de suite, il faut qu'ils voient la partie ROI. Un ROI, oui, bien sûr. Et alors, la partie territoire, relais, écosystème associatif, réseau d'entreprises et tout le soutien que peuvent apporter les pouvoirs publics, très très important bien sûr pour les PME et les ETI, puisque l'IA, alors c'est un grand mot, mais c'est une boîte à outils. C'est des choses finalement très concrètes dont ces entreprises ont besoin. Elles ont besoin d'un ROI à 18, à 24 mois. Donc il s'agit d'identifier rapidement des solutions très concrètes qu'elles vont pouvoir mettre en œuvre. Et pour ça, on est vraiment dans une démarche d'acculturer, puisqu'on part de très loin, mais très rapidement d'aller sur des cas d'usage et trouver des enjeux précis sur lesquels on peut commencer. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de possibilités avec de l'IA générative, mais encore des approches qui sont peut-être plus datées parce qu'elles sont plus vieilles, mais toujours très pertinentes, comme du machine learning pour faire de la prédiction, vraiment analyser de la donnée. Ça, c'est encore très pertinent. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut effectivement tous ces relais, ce maillage pour acculturer et apporter cette IA de manière, en faire un outil concret au quotidien pour les dirigeants des PME, des ETI et leurs équipes. C'est ça.
La source, quand on parle d'IA, la matière première, c'est quand même la data. On l'a bien vu tout au long de ce salon. Donc c'est la qualité de la donnée, qu'elle soit à la fois disponible, pertinente, et on viendra tout à l'heure après avec la partie des connexions. Mais ça aussi, on l'a bien vu lors de ce salon. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, l'idée d'intégrer des briques IA, il y a quand même des prérequis avant. Alors, il y a des prérequis pour toute une famille de solutions, un ensemble de solutions, et moins pour d'autres. Et c'est ça qui peut apporter. L'IA, on dit l'IA au singulier, comme si c'était quelque chose d'homogène. En fait, c'est quand même très hétérogène. Il y a des choses très, très diversifiées. Et pour beaucoup d'approches, on a effectivement besoin de données disponibles, de qualité, etc. Pour d'autres approches, on peut capter de la donnée live, entre guillemets. Et donc, on peut créer de la valeur sans avoir ces historiques ou ces données très bien rangées, connectées avec des serveurs. Alors, ça reste un prérequis essentiel pour beaucoup de projets, mais pas uniquement. Et donc c'est toute cette complexité qui n'est pas évidente à appréhender pour les dirigeants et même les DSI, pour qui ces sujets sont encore souvent relativement nouveaux. Voilà. Et puis, alors, on l'a bien vu aussi, le sujet quand même qui est important, c'est la souveraineté des datas. Et là, tout de suite, quand on a eu des tables rondes autour des serveurs, où sont stockées en fait, nos datas, et là, il est important d'avoir toute une politique, en tout cas dynamique, pour avoir des acteurs réellement français qui gardent des serveurs et de la data en France. Absolument. Donc, là, on en avait déjà, il se renforce et c'est une bonne chose. Après, il faut aussi naviguer là-dedans entre la perception et les craintes légitimes et puis ce qui est réellement possible. Aujourd'hui, on peut avoir un niveau de sécurité très important avec des serveurs français, même s'ils sont opérés in fine par des groupes qui ne sont pas français. On peut atteindre des niveaux de performance en termes de sécurité et de confidentialité très, très importants, mais bien sûr, avec tout le contexte géopolitique, on sera encore plus à l'aise quand on aura des hébergeurs français, des moteurs français. Pour la dernière vague, tout ce qui est IA générative, on dépend de grands modèles fondamentaux que la plupart des entreprises ne veulent pas ni développer ni héberger eux-mêmes. Donc là, on a des acteurs français. Alors bien sûr, tout le monde pense à Mistral, qui sont en train d'arriver avec des choses vraiment performantes et compétitives par rapport aux autres modèles qui étaient existants juste alors. Donc on va vers beaucoup plus de souveraineté et c'est une bonne chose. Merci. Est-ce qu'il y a quelques points qui t'ont vraiment marqué au cours de cette journée au niveau des interventions? Alors ça peut être des choses que tu as appris. Alors, je passe la séquence avec les annonces. Bon, on avait déjà eu un début du sommet, mais plus généralement, je dirais, le fonctionnement, comment est organisé finalement en France, quand on en parlait avec Numéum, typiquement le vice-président de la commission industrie de Numéum, qui avait lancé un Tour de France, qui était une très bonne initiative. Et voilà, je pense qu'il y a des choses importantes à retenir quand même de cette journée. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, de ton côté? Je pense que c'est la confirmation d'un alignement en France, et on a beaucoup de chance pour ça, entre beaucoup de matières grises scientifiques. On a des scientifiques. Donc, l'IA, c'est quand même un sujet particulièrement complexe. On a besoin de cerveaux, de spécialistes d'IA qui ont ce niveau pour aller sourcer ou développer des modèles. On a besoin de pouvoirs publics qui soutiennent, et là, on en a de plus en plus de la confirmation, et on a besoin d'acteurs forts. Donc, on a mentionné Mistral, on peut mentionner Scaleway pour la partie serveur. On a tout un écosystème sur la chaîne de valeur, et puis des acteurs comme nous qui sommes plus proches du terrain, de l'applicatif, des PME, des ETI. Et là, je trouve que ça fait une belle verticale de chaîne de valeur qui fait que la France est en bonne position pour renforcer, mais on a encore un certain chemin à parcourir. Oui, déjà la coordination des acteurs nationaux et sur les territoires, ça c'est vraiment un sujet. Je pense qu'il va y avoir des annonces là-dessus. On va progresser, on a dit. Très bien, mais alors, on parle d'IA, mais l'IA, sans data, il n'y a pas d'IA. Voilà. Effectivement, c'est bon de le rappeler, c'est le point de base. C'est peut-être évident, mais c'est... Et l'IA, ça permet aussi, ça intervient dans beaucoup de domaines, à la fois on l'a vu dans les usages, les chaînes de production, les sujets de transition énergétique et décarbonation, parce que quand on parle de ces sujets-là, il faut savoir, il faut avoir des capteurs aussi, il faut savoir où on en est avant de prendre c'est de l'aide décisionnelle. Et donc, on voit bien les sujets aussi d'interconnexion entre les dispositifs, ils sont extrêmement importants, d'où la 5G
5G industrielle. Et là, je passerai la main à Olivier, justement, pour vous en parler un peu plus. Et en plus, alors toi, c'est vrai que, Olivier, tu as la particularité, c'est que tu es à la fois sur des plateformes CETIM d'accélération industrie du futur, et puis tu t'occupes aussi du plateforme réellement labellisée 5G. Donc tu as une très très bonne expertise et au sein du CETIM historique, en tout cas, sur tout ça. Et puis tu as assisté donc au summit et aux différentes séquences. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire davantage sur cette 5G industrielle? Alors, plein de choses. Alors j'ai pris des notes pour rassembler mes idées. Donc si je devais finalement regrouper les différentes interventions qui ont eu lieu lors de ce summit, il y a d'abord le rappel des enjeux nationaux par Bruno Model notamment, par la Direction générale des entreprises et puis aussi par la Banque des territoires. Il y a eu un partage d'expériences aussi par des industriels, des grands industriels, Airbus, Alcatel Submarine Networks notamment. Et puis il y a eu aussi des interventions, on va dire, sur l'écosystème 5G qui évolue également avec des annonces de création d'associations, des annonces également importantes de la part de l'ARCEP. Alors, peut-être si on revient en détail sur chacune de ces interventions, celle de Bruno Bonnel qui pilote le programme France 2030 était assez intéressante. Ça permet de comprendre en fait quels sont les enjeux nationaux. Alors, le premier enjeu national, c'est l'amélioration de la position de marché des entreprises. C'est le rattrapage technologique, c'est la montée en gamme des produits et aussi la montée en gamme des méthodes de travail, des méthodes de management au sein des entreprises. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu lié à la transition environnementale, bien sûr, qui est un mur, la décarbonation notamment. Et le troisième enjeu, on le comprend bien aujourd'hui, c'est un enjeu de souveraineté. Donc il y a ces trois pôles-là qu'il faut avoir en tête. Et le message de Bruno Vandel était assez intéressant et il a replacé en fait le rôle central de l'innovation. Pour trouver des solutions, il faut penser différemment et il faut faire autrement. Donc ça, je pense, c'est un message intéressant. Et dans le rôle central de cette démarche d'innovation, encore une fois, la transformation numérique, elle est assez centrale et elle porte toutes les grandes transformations de l'industrie aujourd'hui. Un message également de la Direction générale des entreprises qui supporte en fait cette stratégie d'accélération mise en place sur la 5G industrielle, sur la 5G de manière plus globale, et qui vise encore une fois à soutenir cette transformation numérique industrielle, mais aussi plus largement au sein des territoires, et aussi l'intervention de la Banque des territoires, qui a une vision justement de transformation des territoires, transformation numérique des territoires, et au niveau de la 5G, porte une démarche de mutualisation de la technologie. Donc la mutualisation a évidemment un intérêt économique pour les territoires, pour les entreprises, partager des équipements et des installations, et puis évidemment c'est une logique plus vertueuse en termes de démarche environnementale. Alors ensuite, il y a eu une intervention de Philippe Herbert qui était aussi qui a permis de refaire un état de lieu finalement de ce qu'est le déploiement des réseaux 5G privés en France, en Europe et dans le monde. Une douzaine de réseaux déployés en France, une quarantaine en Allemagne, une centaine aux États-Unis et environ 4000 en Chine. Voilà, ça permet de fixer un peu les rapports de force au niveau international. Donc, voilà, la DGE, évidemment, dans une logique de stratégie d'accélération avec la 5G, porte un message d'accélération pour déployer plus rapidement des réseaux 5G privés en France, bien sûr, en rapport avec cet enjeu de compétitivité et de croissance. Sur les partages d'expériences industrielles, donc Airbus, tout d'abord. Alors évidemment, Airbus, c'est une grande entreprise, mais néanmoins, il y a des enseignements intéressants à tirer de son expérience du déploiement de la 5G. Alors évidemment, pour eux, la 5G, c'est avant tout sa capacité à
couvrir des grandes étendues, donc des ateliers d'assemblage aéronautique, donc des grandes étendues de manière efficace, c'est-à-dire avec une bonne qualité de connectivité et puis à des coûts réduits. Et aussi dans des environnements assez sévères, puisque les avions sont constitués de matériaux composites, qui sont des écrans au rayonnement électromagnétique. Et donc aujourd'hui, Airbus équipe 3 sites, 2 sites en France, Toulouse, Saint-Nazaire, et un site également en Allemagne, Hambourg. Voilà. Donc c'est intéressant parce que Airbus avait beaucoup investi dans d'autres technologies sans fil, je ne les citerai pas, mais après ses premières expérimentations, a basculé complètement vers la 5G et a équipé l'ensemble de ses sites. Donc a réinvesti dans une nouvelle technologie compte tenu de ses performances et de son attrait. Donc on voit bien aussi autour du cas d'usage Airbus, on voit se cristalliser un cas d'usage qui est un petit peu générique et qui concerne les grands ateliers d'assemblage, que ce soit dans l'aéronautique, l'automobile ou dans l'industrie. Globalement, dans ces industries, on a besoin de produire en masse des produits de plus en plus personnalisés, ce qui nécessite de déployer des moyens de production de plus en plus flexibles et de repenser l'organisation industrielle autour de cette flexibilité. Donc on voit apparaître dans les nouvelles usines, notamment automobiles en Allemagne, des AMR qui remplacent des robots mobiles autonomes, qui remplacent les classiques lignes d'assemblage. Ça permet plus de flexibilité, les flux sont plus complexes à gérer, mais la flexibilité est plus grande. Les opérateurs sont également plus mobiles dans ces organisations-là et ils disposent de terminaux mobiles connectés. Et puis ils utilisent également des équipements électroportatifs qui sont également connectés pour plus de traçabilité, pour plus d'autonomie, pour plus de fiabilité dans leur prise de décision. C'est pour visser, c'est pour sertir et puis c'est pour contrôler la qualité. Donc on voit bien ce nouveau cas d'usage qui est un peu générique et qui commence à se cristalliser dans ces industries, dans ces ateliers d'assemblage. Et puis il y a le cas d'ASN également, Alcatel Submarine Networks. Donc là c'est aussi c'est une grande entreprise, mais il y a aussi des enseignements génériques intéressants à tirer, puisque ASN a conduit sa transformation numérique en partant de rien, si je puis l'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il y avait assez peu d'infrastructures de connectivité déployées chez ASN. Il y a eu la volonté stratégique de la direction de conduire une transformation industrielle d'ampleur, soutenue par une transformation numérique d'ampleur également. Et ASN est passé d'une situation où il y avait assez peu d'infrastructures de connectivité directement à la 5G. Et la 5G, pour ASN, est vraiment une sorte de bus central. C'est sa connectivité principale qui remplace d'autres technologies qui notamment sont en cours d'obsolescence, comme le DECT. Donc aujourd'hui, cette démarche de rationalisation permet à ASN de générer des économies qui sont de l'ordre de 100 000 euros par an. Donc cette démarche de rationalisation des technologies déployées. C'est une technologie qui vise également à agréger les autres technologies qui restent complémentaires, qui restent que, malgré tout intéressantes pour ASN, comme le LoRa. Mais encore une fois, l'infrastructure de connectivité d'ASN est bâtie autour de la 5G. Si on passe maintenant à l'écosystème, la troisième partie, il y a eu une annonce importante lors du 5G Summit, c'est la création d'une association qui s'appellera Alliance 5G Industrielle France. Donc c'est une association qui est en cours de constitution et qui aura pour objet de promouvoir les réseaux mobiles indépendants ou privés au bénéfice de l'industrie française et de mener des actions de promotion auprès des différentes filières industrielles et aussi des acteurs qui fédèrent l'innovation industrielle en France. Il y a une intervention également de la 5G Asia, qui est
association internationale de promotion de la 5G industrielle qui a été créée à partir d'une initiative allemande. Donc on voit bien à l'échelle française et européenne se dessiner ce besoin de consolider l'écosystème 5G industriel et de promouvoir la 5G industrielle. Ça a commencé en Allemagne et ça arrive en France. C'est une excellente nouvelle. Et puis il y a eu une intervention attendue de l'ARCEP. Alors 2025, c'est l'année... Très attendu l'ARCEP, c'est le sujet. C'est l'année de la 5G industrielle, puisque la bande cœur des réseaux 5G professionnels, c'est-à-dire la bande qui va de 3,8 GHz à 4,2 GHz, pourrait être accessible cette année. Donc l'harmonisation de cette bande est en cours au niveau de l'Union européenne. Donc c'est important en fait cette harmonisation au niveau de l'Union européenne parce que ça va créer un écosystème puissant, riche en termes d'utilisateurs et en termes d'offres et renforcer ce standard. Donc ça c'est un message qui est important. La décision de la Commission européenne, elle est attendue pour le 3e trimestre 2025. En parallèle, l'ARCEP est en train de travailler à la mise en place des modalités d'attribution de ces fréquences qui se feront sur une base assez similaire à ce qui existe pour la bande de fréquence des 2,6 GHz. Et l'ARCEP transposera immédiatement la décision de la Commission européenne lorsqu'elle sera prise. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et puis peut-être que au-delà de ce summit, si je peux rajouter quelques éléments, un signal intéressant que j'ai observé sur ce salon, ce sont des signaux positifs, enfin en tout cas je trouve intéressants, liés au système d'information industrielle, donc les MES, plateformes IoT et SCADA, qui sont bien représentés dans le salon. Et ce que j'observe, c'est dans ces systèmes une dynamique forte depuis 2-3 ans d'adoption du standard OPC-UA. Il y a une dynamique très forte qui se crée depuis 2 ans et je trouve qu'il y a 2 enseignements à en tirer qui me semblent intéressants. L'adoption d'un standard, ça traduit le besoin d'interopérabilité. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les industriels se confrontent à cette problématique d'interopérabilité et utilisent de plus en plus de standards pour résoudre cette problématique. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'utilisation de standards va aussi amener une démarche de rationalisation. Donc une baisse des coûts et une plus grande facilité pour exploiter et maintenir ces technologies-là au sein des usines. Et puis derrière l'utilisation de standards, il y a aussi une montée en gamme, aussi, très clairement, dans la maîtrise de la connectivité. La deuxième bonne nouvelle liée à l'utilisation de standards, c'est que les industriels, finalement, valorisent les technologies numériques. Et ces standards numériques permettent de remonter des données qui sont plus riches, aussi de manière sécurisée. Donc ça va permettre de faire plus d'automatisation, ça va permettre de faire plus de traçabilité, ça va permettre de faire plus de suivi en temps réel des opérations, ça va permettre de faire plus d'analyse de performance en soutien à l'amélioration continue des processus. Et puis le deuxième aspect qui concerne la cybersécurité dans l'OT, ce qu'on voit sur le salon, c'est un développement de l'offre en matière de cybersécurité dans l'OT. Ça me semble intéressant parce qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre l'ouverture et la fermeture des systèmes. On veut les ouvrir pour bénéficier de l'apport du numérique et aussi améliorer les services proposés à ses clients. Mais en même temps, on veut plutôt fermer pour se protéger. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver et si l'écosystème de l'offre en cybersécurité OT se développe, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire que les industriels choisissent maintenant plutôt l'ouverture, mais ils ont conscience qu'il faut qu'ils fassent évoluer leurs pratiques et mettent en place des mesures de protection adaptées.
Exactement. Et le sujet de la cybersécurité, c'est vrai qu'on l'a vu sur ces 2 dernières années, notamment avec les nombreuses attaques qu'il y a eu sur des structures d'ailleurs, même privées. Hein, ça ne concerne pas les collectivités et ça ne concerne pas non plus les très grands groupes, puisqu'on a eu aussi des PME qui ont été attaquées. Il est vraiment au cœur, je dirais. C'est une sacrée problématique. Et pour faire la jonction à ce que disait Olivier, c'est sûr que on parle d'IA, on parle de data, de captation de données, mais c'est sécurisation aussi des infrastructures, c'est du réseau. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Franchement, je souscris absolument à tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on voit bien, d'une certaine manière, qu'on est dans une problématique d'approche globale. Et il y a une forme de continuum qui va effectivement de l'outil de production jusqu'à l'usager, avec des maillons, des enjeux évidemment différents. Mais ce qui vient d'être rappelé me semble assez essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils de production qui sont de toute manière de plus en plus connectés. Le choix qui est fait, c'est effectivement de se dire jusqu'où on va, jusqu'à quel niveau d'ouverture on va, comment est-ce qu'on conserve encore ce que je disais tout à l'heure, cette appréciation de la data et la manière dont on la protège et la manière dont on la met en commun aussi, puisque les enjeux d'IA, c'est quand même aussi ces enjeux-là, c'est que la data native qui est produite ou qui est utilisée, comment est-ce qu'on la transforme pour l'améliorer, quels services on apporte avec l'IA, comment est-ce qu'on la transfère, comment on la véhicule, si je puis dire. C'est l'intérêt qu'on a eu au CESIN, c'est aussi de travailler avec évidemment l'ANSSI d'un côté et puis le GIMELEC de l'autre, parce qu'on est dans des enjeux très forts aujourd'hui, et je crois que c'était un peu l'intérêt particulier de cette année du village, c'est qu'on est au cœur d'une évolution assez importante, qui est plus qu'une évolution, qui est une forme de révolution. On passe d'une régulation NIS, la directive européenne NIS, première version, qui date de finalement pas si loin que ça, mais 2018, qui était plutôt orientée dans sa construction, qui était héritière, et là la France doit conserver cet avantage compétitif, puisque cette directive européenne était l'héritière de la loi de programmation militaire, mais elle touchait essentiellement les opérateurs d'importance vitale, les fournisseurs d'accès à Internet. C'était finalement d'une certaine manière la continuité du web qui se développait à travers l'Internet des objets et à travers l'interaction de plus en plus large, non plus sous l'angle militaro-industriel, mais sous l'angle du quotidien, de l'industrie, et finalement jusque ce que j'appelle le dernier kilomètre, donc jusqu'au citoyen, l'entreprise, la PME, l'administration, où qu'elle soit, partout sur nos territoires. Et cette directive Nice 1, qui donc visait un public finalement assez qualifié, assez technique, assez instruit de ces enjeux, est en cours de bouleversement profond, puisque la deuxième version qu'on arrive à avoir aujourd'hui, qui est en cours de débat au Parlement, à la fois au Sénat et puis au mois de mai-juin à l'Assemblée nationale, va ouvrir de manière beaucoup plus large ce débat-là, va le changer, je pense, de nature totalement profonde. On va passer de quelques centaines d'opérateurs extrêmement surveillés, extrêmement encadrés par l'ANSSI, à probablement plusieurs dizaines de milliers. On ne sait pas exactement encore entre les opérateurs essentiels si on sera à 15 ou à 20 000. Mais ça veut dire que globalement, le tissu industriel, PME, grand groupe sera impacté de manière extrêmement significative. Et derrière, et c'est là que c'est un enjeu qui intéresse finalement tout le monde, ce n'est pas un enjeu de technicien, c'est un enjeu également global, parce que d'une certaine manière, on l'a bien vu, tous les intervenants qui sont ici à Global Industries, d'une manière ou d'une autre, interagissent. Et donc interagissent avec leur supply chain, avec la continuité de la chaîne de valeur de l'entreprise, qui va de l'outil de production jusqu'aux clients, jusqu'aux intermédiaires, et l'ensemble aussi des segments de l'entreprise elle-même. On a beaucoup évoqué les questions juridiques, les questions de RIO, les questions de construction finalement de la valeur d'une entreprise aujourd'hui. Et tous ces enjeux-là sont bouleversés profondément par l'arrivée de ces directives Nice. Puis il n'y a pas que celle-là, il y en aura d'autres qui vont suivre derrière sur
sur REX, sur d'autres enjeux qui sont connexes, mais qui vont amener aussi beaucoup de complexité. Donc il y a une certaine angoisse, ça a été aussi noté, parce qu'on se dit, waouh, on va arriver quand même avec un champ, on nous fait une directive sur l'IACT, on nous fait une directive sur Nice, on nous fait une directive sur DORA, pour ceux qui en plus ont le bon goût de vouloir faire un peu de commerce et de vente au-delà de leur cœur de métier, ce qui est le cas d'Intermarché avec Fabrice notamment, qui évidemment vend, mais offre aussi du service, du crédit, etc. Donc on est à l'interaction d'une évolution assez large en termes réglementaires, et donc je peux citer un peu les enjeux, et c'est là que nous, en tant que CESA, on se positionne aussi pour dire, d'un côté on a l'ANSSI, qui est le grand régulateur, vous avez parlé de l'ARCEP tout à l'heure finalement, bon, ben, on a deux structures, autorités administratives indépendantes ou émanations de l'État, qui sont amenées aujourd'hui à avoir un rôle assez central sur les enjeux de ce salon, et ça tombe finalement en convergence. Donc c'est bien que ce soit en convergence, parce que finalement cette approche globale doit se faire d'une manière effectivement assez rapide, mais au moins il y a une forme de cohérence. Je pense que si on veut être positif, ça peut être une contrainte évidemment, mais c'est pas la première fois, et on est un pays où les notions de conformité sont quand même assez largement développées, je dirais ça de manière positive, mais je ne pense pas qu'on le vive toujours de manière aussi drôle. Mais bon, pour autant, ça veut dire qu'on a des habitudes et des pratiques à mettre en œuvre des process et à faire en sorte que ces process soient au service de nos entreprises et soient au service de notre compétitivité. Vous avez parlé tout à l'heure de souveraineté. Je pense que si on doit mettre en œuvre ces process, on doit le faire de manière offensive et non pas de manière défensive. C'est un enjeu majeur. Alors évidemment, ça paraît simple de le dire comme ça, mais je pense que c'est un vrai atout, parce que cette valeur, cette conservation de la donnée, ça fait vraiment aujourd'hui partie du patrimoine vraiment de l'entreprise. Et je pense que cette évolution, ANSSI 2, évolution sur la 5G avec l'ARCEP, montre une convergence. On va avoir évidemment des sujets, mais on a vu aussi aujourd'hui, et on a vu en discutant, on a vu sur les ateliers, que ce soit sur les grands groupes industriels sur la santé qu'on a pu avoir avant-hier. On a beaucoup d'acteurs finalement, mais on a aussi beaucoup d'offres. Donc on est bien entouré. Je pense qu'on est en capacité de répondre à cette évolution. Voilà, et puis en plus sur les territoires, donc il était monté depuis peu, hein, finalement, les campus cyber. Alors tous les territoires n'en ont pas. Il y a eu des embryons de campus cyber, mais ce n'est pas des campus cyber officiels, mais qui vont devenir des campus cyber. Je pense notamment à la région Occitanie, parce qu'il y a beaucoup de décisions politiques hein, sur chaque territoire, sur la structuration, la gouvernance aussi de ces campus cyber. Il y a d'ailleurs des gouvernances qui sont différentes. Hein, quand on voit Clément Rossi était présent et délégué général du campus cyber de Marseille. On est plus sur un modèle privé avec un appoint régional, mais en tout cas, il est piloté en tout cas par le privé, alors que celui de la Défense est différent. Tu peux peut-être nous faire un mapping des différents campus ? Oui, il y avait une volonté, pour le coup, il y a une volonté politique de créer un campus cyber national qui avait été prise en 2018 par le président de la République sur le modèle du Beersheva israélien. Alors, moi, pas toujours la même chose, parce que chaque chose doit être comparée dans son contexte. Et Beersheva, c'est dans un pays qui a effectivement une guerre permanente, des enjeux au quotidien, ce qui n'était pas encore, heureusement, ce qui n'était pas, j'espère que ce ne sera pas le cas de notre pays non plus. Mais pour autant, l'idée émergente était quand même d'avoir un lieu référence, un lieu totem qui regroupe à la fois les acteurs publics étatiques, les acteurs institutionnels aussi régionaux, puisque dans le campus parisien, il y a également le campus Île-de-France qui est intégré. Bon, on peut comprendre la proximité géographique, et puis évidemment tout un écosystème d'entreprises qui vont des grands groupes, mais jusqu'à des entreprises aussi de taille moyenne ou de taille intermédiaire, voire de petites entreprises émergentes, des start-up qui œuvrent dans le domaine de la cybersécurité. Donc cette volonté nationale, finalement, a été reprise par beaucoup d'autorités territoriales qui se sont dit pourquoi pas réfléchir à mettre en œuvre sur nos territoires. Donc ça a été le cas avec Clément, effectivement, aussi sur la région Grand Sud. C'est le cas également sur la région Aquitaine. La région à Lille également, il y a l'ouverture d'un campus cyber à Lille. Et puis la région Rhône-Alpes n'est pas non plus différente à cette réflexion. Donc je pense que c'est chacun, je pense que l'intérêt, c'est de travailler, comme on le voit sur ce salon aussi, sur les complémentarités territoriales, parce qu'on ne vient pas de nulle part, parce qu'on n'est pas dans des infrastructures qui sont
totalement dématérialisées, même si elles le sont dans leur fonctionnement, dans leurs usages, elles reposent sur des infras. Ces infras sont positionnées quelque part. On en a parlé tout à l'heure sur le cloud, sur la nécessité d'héberger nos données dans des clouds souverains aussi, pour éviter d'être soumis à des réglementations, notamment le cloud américain. Et vous avez parlé tout à l'heure, et c'est à juste titre, des évolutions géopolitiques qui doivent aussi mener nos réflexions. Et l'intérêt d'avoir des entités régionales, c'est qu'évidemment, on rapproche aussi les offreurs des usagers. Et je pense que c'est important que les gens se connaissent. Parce que s'il y a un maître mot, je pense qu'on doit donner aussi dans ces enjeux de cyber, de protection globale des systèmes et de leur sophistication qui s'accroît, c'est la confiance. Donc si on veut de la confiance, il faudra de la proximité. Et plus les choses sont compliquées, plus il faut de la confiance, et je pense plus il faut de proximité. Exactement. Donc les campus cyber, ça c'est un premier point. Sur la partie 5G, plus généralement, tout ce qui touche à l'industrie du futur, on a nos fameuses plateformes de 2021 sur le territoire, et des initiatives à la fois avec du public, de l'argent public et des initiatives privées qui ont monté des Fab Labs, des campus, des plateformes 5G. Donc c'est exactement ça sur l'ensemble aussi du territoire. Donc on a un peu en fait le même format du campus cyber, hein, donc avec ces plateformes. Olivier ? Oui, alors il y a effectivement, concernant la 5G, il y a des Fab Labs 5G, donc des campus Fab Labs 5G industriels qui ont été voulus par l'État. Il y a eu 2 campus labellisés par l'État, donc celui d'Excelcar à Rennes, le nôtre qui est déployé sur notre site de Cluses en Haute-Savoie. Et puis il y a d'autres plateformes, The Camp. Oui, alors The Camp sur Aix-en-Provence, également sur Lyon, du Rockefeller, mais même sur Lyon, on a aussi SHA voilà, exactement. en région parisienne. Donc ces campus Fab Labs 5G industriels ont par vocation un peu les mêmes missions. Hein. La première mission, c'est d'acculturer les entreprises à la 5G industrielle, accélérer cette acculturation et la faire dans des conditions les plus favorables possibles. Donc ça veut dire expliquer ce qu'est la 5G industrielle, montrer comment elle peut bénéficier à l'entreprise. Ça veut dire former les entreprises à la 5G privée. Et ça veut dire aussi permettre aux entreprises de s'approprier les équipements 5G par l'utilisation concrète au sein des plateformes. Ça veut dire aussi permettre à l'entreprise de faire des études d'opportunité. Est-ce que la 5G industrielle, c'est pour moi ou pas? Est-ce que la 5G industrielle va répondre ou pas à mes enjeux? Évidemment, la 5G ne répondra pas aux enjeux de toutes les entreprises, c'est pas l'idée. Et puis le troisième niveau d'accompagnement, c'est permettre aux entreprises de tester la 5G industrielle, de démontrer sa valeur, sans avoir à investir au départ. Voilà. Donc les Fab Labs 5G n'ont pas vocation à se substituer aux acteurs économiques du marché, évidemment. Donc ils interviennent en amont. Et lorsque le projet de l'entreprise est suffisamment mature, lorsque son projet est suffisamment bien défini, sécurisé, à ce moment-là, voilà, on rentre dans une démarche classique de consultation et puis de déploiement de ces équipements dans l'entreprise. Donc les Fab Labs 5G ont vocation à intervenir en amont et encore une fois à accélérer, à faciliter cette acculturation à la 5G industrielle des entreprises. Il y a un besoin quand même qui est assez important, hein, puisque c'est la première fois quand même que les télécoms pénètrent dans l'entreprise. L'IT a pénétré dans les entreprises, l'OT a pénétré dans les entreprises. Maintenant, c'est autour du télécom. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que ça renvoie aussi à des questionnements industriels autour des compétences. De quelles compétences je vais avoir besoin pour exploiter et maîtriser ces réseaux qui quand même vise à soutenir l'outil de production industrielle. Donc derrière, avec d'abord une logique de sécurité des personnes, de sûreté de fonctionnement, de productivité, de continuité de service, etc. Et alors, même chose, Eric, sur la partie de l'IA, puisqu'il y a eu les clusters IA, les projets France 2030, qui sont
voilà, sur l'ensemble de territoire. On a eu d'ailleurs la suite de l'appel à projet AMI for Efficiency. Donc, en fait, il y a eu un appel à projet qui a été fait. Il y a eu grosso modo 650 retours, ce qui est énorme sur l'ensemble du territoire. Et il y a eu de mémoire une centaine, un peu plus d'une centaine en fait, de lauréats qui ont été validés sur le territoire. Et hier, justement, il y a eu la mise à l'honneur d'un certain nombre de lauréats industriels. Et alors, curieusement, d'ailleurs, il y a eu des entreprises, mais il y a aussi des territoires, il y a des régions, il y a des clusters 3IA, par exemple, sur Nice. Voilà, on sent bien qu'il y a un maillage qui est en train de se faire. Et en discutant d'ailleurs avec la direction générale des entreprises hier soir, et des DRETS, du coup, il m'a expliqué... la direction générale en fait travaille énormément avec les DRETS et c'est vraiment les DRETS sur les territoires qui leur font des retours et c'est les DRETS qui peuvent identifier en fait des structures comme des plateformes potentielles IA voilà, pour continuer ça, pour pouvoir après les aider et puis que ce soit assez facile d'accès pour les entreprises, toujours avec cette même philosophie où on parle cas d'usage, où on regroupe des experts, des offreurs, etc. Oui, donc ça c'est effectivement un très bon démarrage et c'est nécessaire, il faut impulser ce maillage, cette descente au niveau des territoires, des relais auprès des entreprises. Mais c'est vrai qu'on est sur l'IA, sur un domaine qui est encore beaucoup plus jeune que celui de la cyber ou de la 5G, des réseaux sans fil. Et là, on a quand même quelques années de retard. En plus, avec une matière qui est très très dynamique, qui change quasiment semaine après semaine, on a de nouveaux acteurs, des nouvelles possibilités. Et donc là, alors c'est vraiment une bonne chose que l'État, au travers de ses services, là, commence à impulser. Mais on a besoin d'un maillage beaucoup plus dense, beaucoup plus fort, beaucoup plus proche, avec peut-être une diversité aussi d'acteurs. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont portés effectivement des GE, DRETS, et puis après, on a des clusters, des pôles de compétitivité, des associations professionnelles ici et là qui se saisissent du sujet, qui l'organisent en marge de leur thématique principale. Mais je pense que pour accélérer cette prise de conscience et cette intégration qu'il y a dans les entreprises, on va avoir besoin d'un maillage bien plus dense. La réglementation, on en a parlé avec, pour le moment, l'acte au niveau européen. On va voir comment ça évolue. Les standards, alors dans l'IA, on en est loin, c'est même pas un mot qui est encore évoqué, mais tout ça, c'est des facilitateurs qui vont faire que petit à petit, l'IA va être adoptée, ou en tout cas va être présenté dans un cadre qui permet de rapprocher l'usage pour les PME, les ETI, qui sont aujourd'hui ceux qui sont un petit peu en retard. Exactement. Et donc on sent bien, là, c'est l'accélération pour toutes ces technologies, ces briques technologiques. Et c'est donc pour ça, en fait, qu'on a voulu créer, notamment avec Michael Montmal, ce village sur la 5G IA Cyber. On sent bien que cette année, c'était l'année où tout est taillé. Je pense que d'ailleurs, il va y avoir des évolutions et il faut regarder plus largement la data. On parle aujourd'hui, on met en évidence... je pense que les sujets de cyber, on en a pour pas mal de temps. Mais voilà, mais la 5G, ça va évoluer. L'IA, on est au début, mais ça s'accélère de façon exponentielle, c'est juste incroyable. Voilà, on va sentir sur 2025, il va s'en passer des choses. Merci à vous tous, en tout cas, pour cet échange vraiment très instructif. On se retrouve donc dès 11h pour une table ronde autour des acteurs engagés dans les technologies de la 5G industrielle. Ensuite, on va avoir l'intervention de l'ANSSI sur la protection périmétrique pour l'outil. On y venait tout à l'heure. Et puis des séances de pitch des exposants du village. Et en parallèle, vous aurez quelques interventions au niveau de BFM TV. Donc, notamment à 13h30, l'homme au cœur de l'usine versus IA versus numérique avec notamment l'intervention de Siemens. Et à 15h30, je fais de mémoire, où on va parler des plateformes et notamment les plateformes The Camp. Voilà, merci à tous, à tout à l'heure.